Les pays africains producteurs de coton s'organisent pour exiger l'arrêt des subventions par les pays développés. Il s'agit pour eux de trouver les voies et moyens pour parvenir à réduire la dépendance au marché international. C'était à la faveur de la réunion ministérielle du C4 plus la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui se tient en prélude à la 14e conférence ministérielle de l'OMC prévue au Cameroun en mars 2026. Les autorités saluent l'amélioration de l'approvisionnement en carburant, fruit d'un protocole d'accord signé avec les opérateurs pétroliers. Les deux parties prévoient également d'étendre rapidement la distribution aux autres localités du pays confrontées à des pénuries d'hydrocarbures. Le CCRF de la commune 4 en pleine démolition, pas de panique. La ministre de la Santé donne ainsi le coup d'envoi du projet présidentiel d'extension, de modernisation et de transformation des CCRF de Bamako en hôpitaux de district. La réunion préparatoire du 10e sommet des chefs d'État de la Confédération AES prévue en décembre au Mali a pris fin. En marge de la rencontre, les trois ministres ont signé l'accord instituant la radio officielle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs de la diplomatie ont par la suite été reçus par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour faire le point des travaux. Face à la cabale médiatique contre le Mali, la presse malienne dans son ensemble fait de son mieux pour réussir à dépasser ce cap. Quelle attitude et comportement adopter face à cette situation? Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de certains acteurs majeurs de la presse malienne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Balai diplomatique à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga, a successivement reçu en audience les ambassadeurs de la Guinée, du Royaume-Uni, du Sénégal et de la République fédérale d'Allemagne. Ces diplomates sont venus rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement après leur prise de fonction. Ils ont profité de l'occasion pour exprimer le soutien de leur pays au Mali. Reportage Mariconi et Aliou Touri. Une semaine après la présentation des lettres de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, certains nouveaux diplomates sont reçus par le chef du gouvernement. C'est l'ambassadeur de la République de Guinée qui ouvre le bal des audiences de ce jeudi 27 novembre 2025. Le diplomate guinéen est venu réaffirmer le soutien de son pays au Mali et aux autorités de la transition. Non seulement lui prouver mon admiration, le féliciter et me mettre à leur disposition pour tout ce que la Guinée peut les apporter dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale sur le plan sécuritaire. Le Mali et la Guinée, il n'y a pas de différence. L'ambassadeur du Royaume-Uni au Mali est reçu ensuite par le général de division Abdoulaye Maïga. Les entretiens entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement des relations entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est une réunion pour rencontrer son Excellence le Premier ministre, pour entendre ses priorités et confirmer la solidarité du Royaume-Uni avec le Mali et avec les efforts des institutions maliennes et les efforts de la société malienne. Surtout dans cette période où la résilience du Mali est très importante. Et le Royaume-Uni et l'ambassade du Royaume-Uni ici à Bamako soutient tous ces efforts. Alaka Jamana Sabati. L'ambassadeur du Sénégal au Mali a été à son tour reçu par le Premier ministre, occasion pour la diplomate d'apporter le soutien du Sénégal au Mali en ces moments difficiles. Je suis venue rendre visite à Monsieur le Premier ministre pour me présenter à lui d'abord et puis réitérer l'engagement du Sénégal à soutenir la République sœur du Mali dans les défis qu'elle rencontre en ce moment. Aussi bien rappeler que le respect que le Sénégal manifeste vis-à-vis des choix souverains du peuple et du gouvernement malien et réitérer aussi notre disponibilité, les disponibilités de la République du Sénégal à assister le Mali dans tous les défis qu'il doit engager pour le bien-être de son peuple, pour sauvegarder son territoire. Le Mali et la République fédérale d'Allemagne entretiennent de très bonnes relations depuis les premières heures de l'accession de notre pays à l'indépendance.
la diplomate allemande et le chef du gouvernement ont revisité la fructueuse coopération entre les deux pays. C'était la première rencontre avec son Excellence le Premier ministre. C'était un échange très positif et on a parlé spécialement des relations bilatérales qui datent de 1960. On a une coopération très diversifiée et en été, il y avait des consultations sur la future de notre coopération économique. Et j'étais très contente que je pourrais informer Son Excellence le Premier ministre qu'une nouvelle somme, 36 millions d'euros, était accordée pour continuer cette coopération. Aussi dans le domaine de décentralisation. C'est le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Mali qui a bouclé le carnet d'audience du jour. Le patron du CICR au Mali est venu partager avec le chef du gouvernement les préoccupations du Mali. C'est une visite d'abord de courtoisie, mais aussi de pouvoir présenter les activités du CICR, notamment la promotion du droit international humanitaire et l'assistance et la protection pour les populations affectées par les conflits et les violences au Mali, mais surtout pour écouter les conseils, les suggestions du chef du gouvernement pour renforcer le partenariat entre le CICR et le Mali. À toutes ces personnalités, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé le respect des trois principes qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. Restons dans l'agenda du Premier ministre. Le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin au CICB, au nom du chef de l'État, la cérémonie d'ouverture de la journée d'information et d'échange de la Direction générale du contentieux de l'État. La cérémonie était placée sous le thème « La gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État ». Pour le chef du gouvernement, le thème suscite à la fois l'engouement, l'inspiration et la détermination à améliorer la gouvernance foncière et domaniale au Mali. Au premier semestre de l'année 2025, sur les 643 dossiers traités par le contentieux de l'État, 314 concernent les litiges fonciers. Reportage Mamari Kone et Aliou Touri. La question du foncier occupe depuis plusieurs décennies une place importante dans la vie économique, sociale et politique de notre pays. Elle touche à la sécurité, à la dignité et à la stabilité. Pour cette troisième édition de sa journée d'échange, la Direction générale du contentieux de l'État a placé la réflexion autour du thème « La gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État ». Le thème choisi cette année est en lien avec une préoccupation nationale, la question foncière. Cette question préoccupe toutes les couches de notre société. Paysans, pêcheurs, pasteurs, ruraux, citadins, administration publique, collectivités territoriales décentralisées, acteurs de la justice, etc. Elle constitue aussi l'écrasante majorité des dossiers traités et suivis par la DGCE. Ainsi, pour le premier semestre de l'année 2025, 643 dossiers ont été traités et suivis par la DGCE, sur lesquels 314 concernent les litiges fonciers, soit 48,80% des dossiers traités au cours de la même période, d'où l'intérêt pour nous d'organiser la réflexion autour de cette problématique, à savoir les procédures judiciaires liées au foncier. Pour le Premier ministre et chef du gouvernement, cette journée d'échange offre l'occasion de faire une meilleure communication sur les expériences et les bonnes pratiques entre la Direction générale du contentieux de l'État et les services impliqués dans la gestion et le traitement des dossiers domaniaux et fonciers. Le foncier constitue l'une des sources de conflits entre nos concitoyens. En attestent les diverses recommandations de l'espace d'interpellation démocratique. Dans le cadre de la refondation de l'État, sous la très haute autorité de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement a engagé une réforme du foncier avec l'adoption du Code domanial et foncier et de ses textes d'application. Cette réforme vise, je cite, à refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix et la stabilité sociale, à mettre la terre au service du développement, à appuyer la bonne gouvernance de l'État et à lutter contre l'accaparement des terres. Fin de citation.
Après avoir fait le constat de la persistance et la gravité des litiges fonciers, dans son discours à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de notre pays, accession à l'indépendance, Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, a annoncé la création d'un pôle national chargé du foncier. La gestion des procédures domaniales et foncières n'est pas seulement un acte administratif, c'est un acte de souveraineté. C'est aussi un engagement envers les générations actuelles et futures. En consolidant le rôle de la Direction générale du contentieux de l'État, nous consolidons la transparence, la justice, la paix sociale et le développement durable. Le chef du gouvernement a par ailleurs salué le professionnalisme et le sens de l'État et le dévouement des hommes et des femmes qui travaillent au contentieux de l'État. Au cours de cette journée, vous êtes invités à échanger sur un enjeu stratégique fondamental pour la stabilité administrative, économique et sociale de notre pays, la gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État. La terre, patrimoine collectif, constitue l'un des fondements de notre souveraineté. Elle est un facteur de production, d'investissement, d'habitat, mais aussi un symbole d'appartenance et de continuité. Sa gestion ne peut souffrir ni approximation, ni improvisation. Elle doit être rigoureuse, transparente, sécurisée et conforme à la loi. Les participants à cette journée suivront une communication sur la gestion des procédures domaniales et foncières par la Direction générale du contentieux de l'État. Cet après-midi, le général de division Abdoulaye Maïga a, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, présidé au Parc des Expositions la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. L'édition 2025 est placée sous le thème artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Le Burkina Faso et le Niger sont les pays invités d'honneur de cette édition qui enregistre la participation de 16 pays pour 540 exposants. 8 branches d'activité artisanales sont concernées. Dans son discours d'ouverture, après avoir réitéré sa gratitude au président de la transition qui a inscrit le secteur de l'artisanat au cœur de ses priorités, le Premier ministre a insisté sur l'importance de ce salon dans le développement de notre pays. Nous vous proposons d'écouter le général des divisions Abdoulaye Maïga, des propos recueillis par Mamari Kone et Aliou Touri. La présente édition, placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES, intervient dans ce contexte de l'année de la culture au Mali. Ainsi, le thème, je cite, « Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle », fin de citation, est évocateur et les ateliers thématiques permettront aux participants de mieux centrer les débats sur la culture et l'artisanat au regard des sous-thèmes y afférents. Pour rappel, l'artisanat joue un rôle important dans la vie socio-économique et culturelle de notre pays. Il contribue à hauteur de 24,2% du produit intérieur brut et emploie plus de 40% de la population active. Il contribue à asseoir la paix, la cohésion sociale et le développement durable dans nos communautés. Mesdames et messieurs, le Salon international de l'artisanat du Mali se veut un espace de promotion du consommé local et un cadre d'échange, de promotion et de compétitivité pour les artisans du Mali, de l'espace AES, de l'Afrique et du reste du monde. Ces objectifs sont entre autres stimuler la créativité et l'innovation chez les artisans, promouvoir l'émergence des jeunes talents, susciter et encourager la consommation locale des produits artisanaux, valoriser les savoir-faire locaux, susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme et enfin revaloriser notre identité culturelle. À l'instar du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Burkina Faso, et du Salon international de l'artisanat pour la femme au Niger, le SIAMA s'inscrit dans la dynamique de la stratégie commune de développement de l'artisanat au sein de la Confédération des États du Sahel, validée par les ministres des 3 pays en février 2025 à la faveur de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel, à Ségou, en vue de renforcer la coopération entre les artisans de notre espace commun.
Le reportage complet sur la cérémonie d'ouverture dans nos prochaines éditions avec Mamari Kone et Aliou Touré. Et ces communiqués ensemble pour la Mamala adresse ses félicitations aux autorités de la transition dans le cadre de la gestion de la crise de carburant et les remercie pour la promesse tenue. Par la même occasion, l'association félicite le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour les résultats enregistrés ces 365 jours à la tête de la primature. Le président du Conseil national de transition, Malick Diao, a reçu en audience la nouvelle équipe de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLI, ainsi que les membres du Bureau exécutif national de la jeunesse du Mali. Les échanges ont porté sur le rôle essentiel de la jeunesse dans la réussite de la transition et la promotion de la bonne gouvernance. Elle a également ouvert la voie à une nouvelle dynamique de coopération entre les institutions et les jeunes acteurs de la nation. Reportage signé Tamsir Diabati. À 10 heures précises, une délégation conduite par le président de l'OCLEI, Dr Modibo Sako, est reçue par le président Malick Diao. Le président de l'organe législatif de la transition fait connaissance avec la nouvelle équipe dirigeante de l'OCLEI avant de leur donner des orientations. Le président a réitéré sa disponibilité, la disponibilité de tous les membres du CNT. Le président nous a encouragés et le président nous a aussi réitéré le soutien de tout le monde afin que nous puissions avoir du succès dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Dans la même dynamique et avec le même engagement, la jeunesse malienne continue d'affirmer sa volonté de servir la nation. C'est dans cet esprit que le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali s'est présenté devant le président du Conseil national de transition. Au centre des échanges, le plan d'action et la feuille de route de la fêtière des jeunes. Comme le président, le général d'armée Assimi Goïta l'a si bien dit, il a placé cette transition sous l'insigne de la jeunesse, raison pour laquelle nous sommes mobilisés, engagés et déterminés pour défendre la vision de nos plus hautes autorités. Et cette rencontre a été l'occasion d'avoir des conseils avisés et des orientations majeures pour la réussite de notre mission. Au cours de cette audience, le président Malick Diao a salué et accordé du crédit aux efforts déployés par le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, dans le cadre de la gestion de la crise du carburant. Cette reconnaissance souligne l'engagement concret de la jeunesse malienne à accompagner les autorités de la transition. Parce que nous avons compris, cette crise de carburant, s'il y avait des choses derrière. Nous sommes venus rassurer les plus hautes autorités que les jeunes seront toujours là à accompagner et à défendre notre pays qui est le Mali. C'est sous le signe de la sympathie et d'un engagement patriotique partagé que le président du Conseil national de transition a raccompagné ses hôtes, gardant l'image d'une jeunesse résolument tournée vers le service de la nation. Tour des institutions de la République du Mali, le Parlement des enfants du Mali remet au Haut Conseil des collectivités sa note de plaidoyer. Dans ce document, les enfants plaident pour plus de prise en compte de leurs doléances à travers la planification et la budgétisation sensible aux droits de l'enfant. L'appui du Haut Conseil des collectivités demandé par le Parlement des enfants est chaleureusement approuvé par le premier vice-président et les conseillers présents. Compte rendu Fadema Keïta. Plus qu'une visite de courtoisie, la présence de la délégation du Parlement des enfants du Mali au Haut Conseil des collectivités, comme dans les autres institutions du pays, est la remise de la note de plaidoyer suivie de la présentation des doléances et recommandations qui y contiennent. Nous, les enfants du Mali, qui représentons plus de la moitié de la population, rêvons d'un pays en paix, où personne n'a peur, aucune fille et aucun garçon n'est victime de violence, et où chacun a les mêmes chances de réussir. Beaucoup de défis demeurent. D'ici 2030, les actions prioritaires suivantes. Mettre en place un outil de suivi des ressources spécifiquement réservées aux enfants. Porter le budget du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à au moins 3% du budget national pour renforcer la protection et la participation des enfants. Augmenter les dépenses publiques destinées à la santé à au moins 10% du budget national
et celles destinées à la nutrition à au moins 3%. Élever le budget du ministère de l'Éducation nationale à 35% pour améliorer la qualité et l'inclusion de l'éducation. Pour le Haut Conseil des collectivités, ces vœux pertinents sont indispensables pour que les enfants du Mali jouissent de leurs droits fondamentaux. C'est l'occasion pour moi de réitérer au nom du président du Haut Conseil des collectivités un appel à l'union sacrée de l'ensemble des collectivités territoriales du Mali, des parents, des partenaires techniques et financiers autour des actions entreprises par le gouvernement pour que chaque enfant puisse aller à l'école, apprendre, jouer et grandir en paix dans un Mali où ils seront bien nourris et en bonne santé. Dans cet ordre d'idées, je lance un appel à l'ensemble des collectivités pour la prise en compte de la situation des enfants en situation de mobilité à l'intérieur des dites collectivités. La visite qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant invite le Haut Conseil des collectivités à soutenir, protéger leurs droits, à améliorer leurs conditions de vie à travers une planification et une budgétisation conséquente de leur département de tutelle et de leurs besoins spécifiques indispensables à leur épanouissement total. Je l'annonçais au sommaire, Bamako a abrité ce matin les travaux de la réunion ministérielle des pays membres du C4+ à la Côte d'Ivoire. Au cours de cette réunion, les pays producteurs de coton, co-auteurs du groupe du C4 auquel s'ajoute la Côte d'Ivoire, ont voulu privilégier la négociation pour l'arrêt des subventions par les pays développés. Il s'agit pour eux de trouver les voies et moyens pour parvenir à réduire la dépendance au marché international en organisant au mieux la filière. La présente réunion prépare la 14e conférence ministérielle de l'OMC prévue au Cameroun en mars 2026. Elle portera sur les négociations sur le coton. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre de la Sécurité représentant le Premier ministre. Les détails avec Aloussine Touri. Outre les représentants du Mali, cette conférence a réuni les participants du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. L'enjeu de cette réunion est de préparer le prochain round de négociations de l'OMC sur le coton qui se tiendra dans 3 mois au Cameroun. Les participants à cette 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton, plus la Côte d'Ivoire, déplorent le manque de progrès dans les négociations sur l'avenir du coton africain. Par cette initiative, les 4 pays co-auteurs voudraient obtenir l'élimination des subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés à leurs cotonculteurs. L'amélioration de l'accès au marché pour leurs filières cotonnières, l'augmentation substantielle de la transformation de leur production de coton afin de créer des emplois et de réduire la pauvreté et le chômage. L'initiative sectorielle en faveur du coton vise à corriger les inéquités et les violations des règles du système commercial multilatéral pour le coton, où les subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés sont à l'origine d'une offre excédentaire de coton sur le marché international et le maintien des cours internationaux à un niveau peu rémunérateur des efforts des masses paysannes des pays du C4 plus la Côte d'Ivoire. Les participants sont appelés à rester focalisés sur les objectifs fixés, à savoir donner au coton la valeur qu'il mérite en permettant non seulement aux producteurs, mais à tous les autres acteurs de la filière de pouvoir vivre dignement de leur travail. Nous avons la ferme conviction que l'avenir de nos filières cotonnières réside dans la transformation locale. Il s'agira de bâtir de véritables industries textiles et favoriser l'émergence d'industries de l'habillement. Cette conviction est soutenue par des analyses pertinentes qui révèlent que la transformation industrielle locale de chaque 25 tonnes de fibres de coton génère 5 emplois industriels directs, 50 emplois additionnels dans l'artisanat et des effets multiplicateurs sur l'amélioration des conditions de vie des populations et la vigueur de la croissance économique inclusive durable. Dans ce contexte, sur instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement a procédé à la restructuration de la compagnie malienne des textiles Comatex
et envisager la construction de 4 nouvelles filatures avec pour ambition de transformer au moins 10% de la production locale à moyen terme. Toute chose qui pourrait générer environ 100 000 emplois et plus de 20 milliards de dollars de revenus. Il faut dire que le coton occupe une grande place dans nos économies, en particulier celle du Mali. Aussi, il urge de passer à son industrialisation pour créer de la valeur ajoutée et parvenir à créer des emplois et plus de recettes d'exploitation. Le gouvernement et les opérateurs pétroliers du Mali ont salué ce matin l'amélioration de l'approvisionnement en carburant, fruit du protocole d'accord signé entre les parties et qui réduit à 24 heures le délai de dédouanement des camions citernes. Constat fait lors de la 7e réunion du cadre de concertation chargé de la gestion de la crise du carburant. Les acteurs pétroliers et le gouvernement prévoient d'étendre rapidement la distribution aux autres localités du pays confrontées à des pénuries d'hydrocarbures. Le compte rendu de la rencontre avec Sidou Traoré et Tchadja Kamara. La 7e rencontre du cadre de concertation pour la gestion de la crise de carburant s'est tenue dans une atmosphère de confiance et de soulagement. À l'unanimité, les membres du cadre de concertation ont salué les efforts consentis pour l'approvisionnement de la capitale en hydrocarbures. Ils ont échangé sur le retour sécurisé des camions-citernes vides et évalué aussi les procédures douanières recommandées dans le protocole d'accord. Il y a eu une amélioration grâce à Dieu et grâce à la participation de tous les acteurs du secteur pétroliers. Ils se sont investis contre vents et marées pour que le pays soit approvisionné et pour que les rangs diminuent dans les stations. Et je crois que c'est ce que nous avons promis et ce que nous avons. Il a été reconnu que les mesures que nous avons eu à prendre et l'objectif qu'on s'était fixé de casser les files d'attente dans les stations d'essence à l'échéance d'une semaine a pu être respecté. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, je voudrais présenter les très sincères remerciements et la profonde gratitude du gouvernement aux deux groupements professionnels pour leur appui, leur accompagnement et surtout leur grande compréhension pour la mise en œuvre de ce protocole-là. Le ministre en charge du commerce et les pétroliers reste engagé à maintenir la cadence afin de ravitailler comme Bamako dans un bref délai les régions de San, Koutiala, Mopti, Djoïla, Koulikro, Nara et Nioro du Sahel. On a pu avoir aussi un engagement avec nos partenaires, les importateurs, pour que d'ici mardi, des dispositions puissent être prises pour assurer l'approvisionnement de ces régions critiques. Les parties ont également examiné les cas de détournement de camions citernes vers d'autres destinations, sans oublier la fourniture en carburant des zones frontalières du pays. Cette opportunité a permis au ministre de l'Industrie et du Commerce d'encourager les acteurs du secteur pétrolier à renforcer la sensibilisation auprès de leurs membres. L'Agence nationale d'assistance maladie ANAM a tenu aujourd'hui sa journée d'information et de sensibilisation sur le régime d'assistance médicale RAMED. L'objectif principal est de sensibiliser les populations à l'accès aux soins de santé et à l'assistance médicale ainsi que le renforcement de la gestion du système de santé. La 4e édition est placée sous le parrainage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, présidé par le ministre de la Refondation représentant le Premier ministre. Le compte rendu de Awa Adama Koulibaly et Boubacar Kamara. Blessés sur les voies d'acheminement des hydrocarbures, une dizaine de chauffeurs et apprentis rejoignent désormais les bénéficiaires du RAMED. Grâce à la réception de leur carte d'immatriculation, ils auront accès gratuitement aux soins pendant 3 ans. Une mesure d'urgence qui illustre pleinement le rôle social du régime d'assistance médicale. La Constitution de la République du Mali consacre, en son article 10, la protection sociale comme l'un des droits fondamentaux de la personne. Il s'agit, dans un élan de solidarité nationale, de garantir le droit à la santé pour tous, sans exclusion. À ce jour, l'Agence nationale d'assistance médicale a immatriculé 3 552 087 personnes à travers le territoire national, parmi lesquelles 485 381 ont bénéficié gratuitement de soins de santé dans les formations sanitaires partenaires. Si le dispositif progresse, la contribution des collectivités reste à renforcer. Le RAMED
C'est un régime non contributif. D'année en année, le nombre de collectivités qui payent, mais on sera encore plus heureux si tout le monde payait. On remercie les plus hautes autorités, en l'occurrence le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a envoyé une lettre d'instruction aux collectivités afin qu'ils puissent honorer les paiements de leur quote-part. Pilier de la solidarité nationale, le RAMED maintient son efficacité grâce au soutien de ses partenaires techniques et financiers. À l'occasion des 65 ans de coopération sino-malienne, 21 tablettes de dernière génération ont été offertes pour renforcer le dispositif. Depuis 2021, l'ambassade de Chine a fourni à l'Agence nationale d'assistance médicale plusieurs dons de matériel informatique afin de favoriser son travail numérisé. La Chine a déployé au Mali 30 équipes médicales successives, donnant des soins en faveur de plus de 7 millions de personnes. La cérémonie a également été marquée par la distinction d'autorités et d'élus locaux engagés dans la mise en œuvre du RAMED. Je lisais également dans les titres le projet d'extension, de modernisation et de transformation des CCRF de Bamako en hôpitaux de district est en phase d'exécution. La chef du département de la santé a donné cet après-midi le coup d'envoi de la démolition des bâtiments du CCRF de la commune 4. La cérémonie de lancement des travaux avec Koumba Sissi et Toumani Diabati. Avec les commandes de la grue à la main, le colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a donné le coup d'envoi de la démolition des bâtiments du CCRF de la commune 4 du district de Bamako. Il s'agit de la toute première étape du processus de réalisation d'une nouvelle infrastructure au sein de l'établissement. Une véritable révolution en matière de santé qui sera élargie à d'autres structures ici à Bamako, comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est une étape décisive. Après la pose de la première pierre par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, il y a des bâtiments qui doivent être démolis. Et aujourd'hui, on a commencé cette démolition. Aujourd'hui, c'est la commune 4. Après, il y a la commune 6, toutes les communes. Il y a des endroits qui doivent être démolis pour qu'on puisse avancer. Juste pour dire que c'est un projet que nous suivons de près, projet présidentiel, et nous suivons les instructions de son Excellence pour que les Maliens puissent avoir au plus tôt des infrastructures de qualité. Selon le premier responsable de la dite structure, des dispositions ont été prises pour garantir la continuité du service. Il y a des conteneurs qui sont installés et nous avons délocalisé presque toutes les unités, n'est-ce pas, dont l'emprise doit servir d'infrastructure. Et ils sont bien installés depuis une semaine et les services continuent. Aucun service n'est interrompu à la date d'aujourd'hui. Ce nouveau plan, plus de mettre dans les conditions de travail les unités existantes déjà, prévoit également de nouvelles unités. Ça veut dire que nous aurons d'autres spécialités. En plus, nous allons renforcer déjà ce qui existe. Cette démolition est consécutive au lancement du projet présidentiel d'urgence hospitalière en commune 1 du district de Bamako. Un vaste programme qui a pour but de moderniser et d'étendre le système de santé au Mali. Le Mali marque aujourd'hui la 14e édition de la Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation. Plus de 7600 personnes ont été victimes d'accidents, dont près de 690 personnes tuées en 2023. Cette journée a permis de sensibiliser le public, de rendre hommage aux victimes et de remettre des kits sanitaires pour soutenir celles et ceux touchés par ces drames sur nos routes. Le reportage de Maïmouna Guinou et Oumar Katraouri. Quand Fousseini Makadji a quitté la maison tôt ce jeudi à 5 h du matin, il ne savait pas que quelques minutes plus tard, sa vie basculerait sous les roues d'un tricycle garé au beau milieu de la route. Fracture à la jambe, il nous raconte son récit. Vers 5 h du matin. Je sortais vers 5 h du matin pour travailler. Je suis conducteur de moto-taxi. Je roulais à pleine vitesse quand un tricycle garé en plein milieu de la route et en train de charger des ordures est apparu devant moi. Je l'ai percuté et je me suis retrouvé coincé dessous, avec le pied cassé et des égratignures un peu partout sur le corps.
Son histoire est loin d'être un cas isolé. Selon une enquête menée en 2023 par l'Agence nationale de la sécurité routière, ils sont plus de 7685 victimes d'accidents de la circulation. En cette 14e édition de la Journée mondiale du souvenir, ces destins brisés rappellent l'urgence d'agir pour sauver des vies sur nos routes. La santé, au même titre que la sécurité routière, doit être une affaire de tout le monde. Chaque cas d'accident, c'est comme si c'est une perte pour les pays. Pour éviter, nous devons tous mettre nos poids ensemble, se donner la main pour lutter contre ces fléaux. La remise d'un lot de kits sanitaires s'inscrit dans une dynamique de soutien concret aux victimes. Elle permettra d'alléger les charges médicales des personnes touchées et de renforcer leur prise en charge au sein des structures de santé. Nous avons d'abord visité les services des urgences et la traumatologie où sont hospitalisés les patients qui ont été victimes d'accidents de la circulation. Et ces équipements, ces matériels viennent à point nommé parce qu'on en a toujours besoin et ça fait toujours plaisir d'avoir ne serait-ce qu'un petit matériel pour sauver et soulager les vies. Et remercier aussi tout le personnel soignant de l'hôpital qui font de leur mieux malgré parfois des moyens difficiles, malgré parfois des conditions difficiles pour soulager et aider toutes ces populations-là. Le gouvernement a fait un grand pas parce qu'au niveau de l'Agence nationale de la sécurité routière, nous disposons d'une stratégie nationale de la sécurité routière. C'est comme si nous avons une vision. Les activités sont mises en œuvre. Et ensuite, il y a des semaines qui sont organisées pour pouvoir informer les gens. Et des équipements aussi sont installés au niveau de nos routes pour pouvoir flasher les gens, ceux qui sont en excès de vitesse. Et des documents ont été élaborés pour pouvoir sanctionner ceux qui commettent des actes. Beaucoup de dispositions ont été prises pour pouvoir réduire le nombre d'accidents de la circulation routière. En cette journée de souvenir, au-delà des hommages et des gestes symboliques, c'est un appel à la vigilance et à l'action pour que chaque trajet sur nos routes se fasse en toute sécurité et que plus aucune vie ne soit brisée. Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES ont été reçus hier par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est allée faire le point de la réunion préparatoire du prochain sommet des chefs d'État de la Confédération AES. Plus de précisions avec Moussaki. Palais de Koulouba à Ouagadougou cet après-midi du 26 novembre 2025. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, reçoit en audience les 3 ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, Karamoko Jean-Marie Traoré du Burkina, Bakary Yaou Sangare du Niger et Abdoulaye Diop du Mali. Dans un esprit de redevabilité, ils font ici le point sur l'avancée des travaux de la réunion préparatoire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES prévu à Bamako au Mali en décembre prochain. Nous lui avons rendu compte des évaluations en cours par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération dans les 3 piliers, défense et sécurité, diplomatie, mais aussi développement, et un peu comment évaluer cela et avancer dans le cadre d'une mise en œuvre de ces différentes dimensions. Pour le rayonnement diplomatique de la Confédération des États du Sahel, les ministres en charge des affaires étrangères s'engagent à parler d'une même voix en tout temps et en tout lieu, conformément aux orientations des chefs d'État. Ils expriment au président du Faso leur volonté à travailler à asseoir une plus grande reconnaissance de la Confédération AES au plan régional et international, mais également à expliquer les défis et la marche de ces regroupements. Nous avons reçu du président du Faso des encouragements par rapport à la poursuite de l'œuvre qui est engagée, d'œuvrer sans relâche à pouvoir continuer à relever les défis, de tout faire pour que des actes concrets
puissent être posées pour répondre aux aspirations de nos populations. Donc nous avons pris bonne note de ces orientations et nous allons nous atteler à faire en sorte que nous puissions mettre tout en œuvre pour une très bonne préparation des discussions au niveau de nos chefs d'État. À cette audience, le ministre Abdoulaye Diop adresse au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, les salutations fraternelles des présidents du Mali et du Niger dans un élan de solidarité pour continuer la marche triomphale de la Confédération afin de répondre efficacement aux aspirations des populations. Et avant la rencontre avec le président du Faso, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé l'accord instituant Dandé Liptako, la radio officielle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette radio vise à renforcer la souveraineté médiatique de la Confédération et à lutter contre la désinformation dans l'espace confédéral. Reportage Mariama Tamboura. Des signatures respectives des ministres en charge des affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso au nom de la Confédération des États du Sahel. Un acte fort qui consacre la création de la radio de la Confédération des États du Sahel, la radio Dandé Liptako. Un canal de communication né de la volonté des trois chefs d'État de communiquer avec les populations, expliquer leur vision et de lutter contre la désinformation. C'est un événement important, notamment dans le contexte politique et géopolitique actuel que nous connaissons, qui est marqué par l'importance accrue de l'information, de la désinformation, de la manipulation et de toutes les tentatives de déstabilisation de nos pays en essayant d'utiliser les moyens de communication. Nos chefs d'État ont décidé d'aller au-delà des simples déclarations et des condamnations, mais de poser des actes concrets qui vont dans le sens de l'appropriation de notre narratif, mais aussi de mettre en place des moyens de communication conséquents pour pouvoir apporter la riposte, à prévenir et protéger nos populations, les préparer aussi à s'engager dans cette guerre. Dandé Liptako est en langue nationale fulfulde et signifie la voix du Liptako. L'acte fondateur de la radio se tient en présence des ministres en charge de la communication. Dans cette guerre, les trois pays sont engagés sur tous les fronts, dont celui de l'information et de la communication. Désormais, le Mali, le Burkina Faso et le Niger font l'option d'être maîtres de leur narratif. La souveraineté, elle est sur plusieurs fronts. Mais sur le front de l'information et de la communication, c'est une souveraineté qui n'est pas négociable. Nous voulons désormais engager toutes nos populations dans une lutte farouche contre la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, les acquis dont je parle sont visibles. Malheureusement, il y a encore des médias impérialistes qui tentent donc à cacher cette réalité, cette vérité, à travers un narratif totalement faux et totalement faussé. Donc aujourd'hui, en mettant en place les médias de l'AES, en commençant donc par cette radio Dandé Liptako, nous avons fait l'option nous-mêmes de traiter l'information, de diffuser l'information saine en destination de nos populations. Les contenus de la radio Dandé Liptako seront diffusés